Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle production du journal universitaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics à la personne du professeur Cédric Tshibangou, à qui nous disons bonjour professeur. Bonjour. Et avec le professeur Cédric Tshibangou, nous allons parler du leadership et bonne gouvernance dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je serai accompagné de mon confrère Serge Mbouyi, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Laetitia Kapinga, merci de partager ce plateau. Merci beaucoup et nous commençons directement avec le vif de notre sujet. Nous avons dit, nous recevons sur ce plateau le professeur Cédric Tshibangou, directeur général de l'INBTP Kinshasa. Monsieur le professeur, nous sommes à vous. Aujourd'hui, nous voulons vraiment parler, à cœur ouvert comme on dit, quelle est la situation sociale du personnel de l'INBTP depuis votre arrivée? Bon. Je pense que je peux être en mesure de répondre à cette question, mais je pense que l'idéal aurait été de se renseigner auprès du personnel de l'INBTP, mais à ce que je sache, il y a une nette amélioration des conditions sociales du personnel de l'INBTP. Depuis votre arrivée, nous avons constaté un calme au sein de l'INBTP, ce qui nous a vraiment beaucoup intéressés à nous approcher, car les années qui viennent de passer, à chaque fois, il y avait soulèvement, il y avait grève, les étudiants réclamaient ceci, réclamaient cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout redevienne en ordre? Bon, en soi, si je rentre plus ou moins dans le vif du sujet que vous avez évoqué en ce qui concerne le leadership, qui est un mot emprunté de l'anglais, qui désigne plus ou moins les capacités à un individu de pouvoir conduire un groupe d'autres individus afin qu'ils puissent atteindre des objectifs. Donc je pense que la gestion de la chose publique, surtout la gestion lorsqu'on est avec du personnel à la fois scientifique, académique et administratif, c'est qu'il faudrait ensemble, au niveau de l'établissement ou bien au niveau de la structure, que nous puissions définir les objectifs à atteindre. Je pense que aussi longtemps que vous ne définissez pas les objectifs à atteindre, tout ce que vous aurez à mettre en place comme politique de gestion seront nuls. Donc je pense que la première des choses que nous avons eu à faire ici, c'était arriver à faire comprendre à tout un chacun d'entre nous, toutes les composantes de l'INBTP, quels sont les objectifs à atteindre au niveau de l'INBTP. C'est vrai, les objectifs à atteindre ne doivent pas s'éloigner de la mission principale de la création de l'université, à savoir la formation, la recherche et les services à la communauté. Donc je peux dire que l'idée, c'est autour de l'atteinte de ces objectifs, renforcer la formation au niveau de l'INBTP, renforcer la recherche au niveau de l'INBTP et faire en sorte que l'INBTP soit un acteur de la société capable plutôt d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Et je pense que pour que nous soyons en mesure de faire tout cela, nous devons améliorer les différents secteurs de l'université, notamment les conditions de vie des travailleurs, notamment la prise en charge des étudiants, à la fois une prise en charge scientifique, mais aussi une prise en charge morale, mais également aussi une autodiscipline au niveau de nous qui sommes gestionnaires. Donc je pense que ce sont les éléments aujourd'hui, on continue à y travailler, ce sont ces éléments qui nous ont permis dans un premier temps de pouvoir arriver à faire quoi? Arriver à atteindre ce que vous voyez aujourd'hui comme résultat. Arrivé à la tête de l'INBTP Kinshasa au mois d'août 2024, pratiquement 9 mois déjà à la tête de cette institution, jeune professeur, entouré de jeunes, en commençant par l'assistant principal et directeur de cabinet. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà menées depuis votre arrivée? Si et là, nous voyons des chantiers à l'INBTP, où est-ce que vous avez trouvé les moyens, les financements? Quel est l'esprit managérial avez-vous utilisé pour attirer le partenaire? Ok. Merci pour cette question. Je pense que je vais profiter de ce plateau pour dire certaines choses qui ne concernent pas seulement les SU, mais qui concernent toute la vie sociale, toute la vie politique de notre pays. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses dans notre pays qui nécessitent un changement. Et je pense que tous ces changements ne nécessitent pas avoir de l'argent pour arriver à atteindre ces objectifs. La première des choses, c'est que il faut faire des choses avec malice. Donc ça signifie qu'il faudrait une certaine malignité dans la manière dont nous abordons les choses. Il faut bien conceptualiser les choses.
j'ai promis aux agents de l'INBTP, je pense lors de notre dernière assemblée générale, j'ai promis aux agents de l'INBTP que je ne vais plus continuer à pleurer sur ce que j'ai trouvé comme sort de l'INBTP. Je ne vais plus continuer à pleurer sur ce que j'ai trouvé comme situation de l'INBTP. Mais si aujourd'hui, je dois revenir sur quelques éléments, c'est tout simplement parce que vous avez posé cette question, parce que j'ai eu marre de me plaindre et je me suis dit qu'il faudrait que je me batte comme un homme. Donc, pour respect, puisque vous êtes fils maison de l'INBTP, c'est pourquoi il y a le calme total. Bon, il y a ça, ce que je connais, étant fils maison, étant jeune aussi, je connais les besoins des jeunes, parce que moi-même je le suis. Étant fils maison, je connais les besoins de l'école, pour vous dire que j'ai gravi tous les échelons presque au niveau de cet établissement. J'ai commencé par être étudiant à partir de la préparatoire jusqu'en dernière année. Et je pense que je n'ai jamais eu honte de le dire. Depuis que je suis en première année ici à l'INBTP, j'ai été meilleur étudiant, meilleur de ma promotion de la première jusqu'en dernière année. Jusqu'à devenir professeur et directeur général aujourd'hui. Oui, donc j'ai été étudiant, j'ai été chef de promotion, j'ai été ministre de la Justice, j'ai été désigné ministre de la Justice de la coordination des étudiants parce que les gens ont vu que j'étais peut-être plus sage que certains de mes collègues. J'ai été porte-parole des étudiants, j'ai été secrétaire facultaire, donc secrétaire académique au niveau de la faculté. J'ai été doyen de faculté, j'ai été président du jury avant de devenir directeur général. Donc je connais plus ou moins tous les mots à ces différentes échelles. À ces différentes échelles, je connais tous les mots à ces différentes échelles. Donc connaissant tous les mots que l'on rencontre à ces différentes échelles, je pense que j'avais l'occasion de pouvoir faire mieux. Parce que ce que j'ai vécu, c'est pour moi une leçon. J'ai compris quelles étaient les failles dans la manière de faire et qu'est-ce qu'il fallait pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc, si je veux répondre comme je disais, il fallait arriver à conceptualiser ce qu'on veut. Je pense qu'il y avait des défis en ce qui concerne la formation des étudiants. Mais pour arriver à relever les défis sur la qualité de la formation des étudiants, je pense qu'à l'INBTP, nous cherchons à nous appuyer sur la formation des formateurs. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que l'INBTP compte au moins une dizaine d'enseignants, assistants, chefs de travaux, qui sont en pleine formation pour qu'ils deviennent des professeurs à thèse, donc des docteurs. Dans quelle institution? Nous avons premièrement une vague d'au moins 4 personnes qui sont à Mons, à l'université de Mons. J'ai quelqu'un qui est en Russie et j'ai 3 personnes qui sont à l'école polytechnique de Madrid, donc l'université polytechnique de Madrid. J'ai quelqu'un qui est à l'université Clermont-Ferrand en France. Et ici à l'INBTP, nous avons d'autres qui sont en train de faire leur formation doctorale. Et au moment où je suis en train de vous parler, le 28 de ce mois ici, il y a une délégation de 18 enseignants qui vont partir en Espagne, qui ont déjà obtenu leur visa et pour qui on a déjà même acheté les billets qui devront partir en Espagne dans le cadre de la collaboration qui est entre l'INBTP et l'Université Polytechnique de Madrid. Donc tout ça, ce sont des chantiers sur lesquels nous nous sommes lancés afin d'arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Et ces objectifs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il était très important de les faire comprendre à l'ensemble de la communauté. Donc il faudrait que les étudiants sachent que c'est important que nous puissions contribuer à la formation des enseignants parce que c'est lorsque nous formons les enseignants que la qualité de la formation à leur niveau est améliorée. Il faudrait que le personnel administratifs puissent comprendre le bien fondé de la formation des enseignants parce qu'ils savent qu'ils travaillent ici parce qu'il y a des étudiants et qu'il y a étudiants parce que la réputation de la formation de l'INBTP est bonne. Alors pour que nous puissions maintenir ce niveau, pourquoi pas améliorer, donc il faudrait que nous puissions être en mesure de former les formateurs. Monsieur le directeur général, vous dirigez une institution purement à caractère technique. Quelle est la valeur ajoutée de l'INBTP dans la société congolaise au moment où le Congo, Kinshasa, fait face à des embouteillages monstres, à des caniveaux, des ponts qui s'écroulent? Quelle est la contribution des étudiants, des produits de l'INBTP pour résoudre tant soit peu les problèmes qui rongent la société congolaise, surtout pour les infrastructures routières? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais saluer une personnalité de ce pays. C'est principalement
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il est en train de prendre comme initiative pour renforcer le secteur éducatif, mais également la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je pense que depuis que je suis étudiant, et c'est pour la première fois que je vois, que je constate que nous avons notre autorité de tutelle, en l'occurrence Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui chaque jour ne cesse de nous rappeler, nous qui sommes gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur, de faire en sorte que les universités soient des acteurs de la société, capables d'apporter des solutions aux problèmes de notre société. C'est comme ça qu'à un certain moment, il est temps de mener une réflexion sur comment faire en sorte que les universités se comportent à un certain moment comme étant des entreprises. Voilà. Des entreprises capables de pouvoir soumissionner à un certain moment, de pouvoir essayer de défier certaines entreprises qui œuvrent dans le secteur, puisque je peux vous rassurer que la connaissance, je pense que la connaissance, la technicité dans le secteur des infrastructures, l'INBTP peut regorger 60% du potentiel national, parce que la plupart de ceux qui sont responsables dans des structures de gestion, par exemple des infrastructures, sont des ressortissants de l'INBTP ou soit des collaborateurs, des gens qui collaborent avec l'INBTP. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, je pense que vous avez constaté, ici à l'INBTP, nous avons constaté par exemple, je prends des exemples concrets, nous avons constaté que le chef de l'État a mis des moyens pour que nous puissions avoir ce beau cadre, les bâtiments, la réhabilitation de ces bâtiments et la construction de nouveaux auditoires. Mais je pense que pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, quand vous veniez à l'INBTP, les restaurants, c'était des tôles de récupération qui étaient utilisées pour faire des restaurants, à construire des restaurants. Mais c'est vrai, ces gens le font pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont en difficulté. C'est leur seule possibilité peut-être de trouver de quoi nourrir leur famille. Mais nous, on a essayé peut-être de répondre à cette préoccupation, de donner du travail aux gens, mais aussi d'être rationnel parce qu'on ne peut pas vivre dans un tel contraste. D'un côté, il y a des nouveaux bâtiments qu'on a construits et de l'autre côté, il y a des restaurants en tôle en matériaux de récupération. Et qu'est-ce qu'on a fait? La première des choses, c'est qu'on a fait sortir tous ces gens à l'extérieur. Pour le moment, si vous sortez, ils sont à l'extérieur en train de se débrouiller sur la route. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de construire des restaurants. Donc, juste peut-être après, vous passerez là derrière, vous allez trouver qu'il y a au moins 7 box, 7 restaurants qui sont en train de construire et aménager un espace que l'on va couvrir pour permettre à tous les étudiants ainsi que les personnels de l'INBTP qui pourront aller se restaurer à cet endroit. En ce qui concerne aussi les autres services qui accompagnent la vie universitaire, c'est notamment l'impression, la photocopie, les papiers, tout ça. On avait un marché, mais tous ces gens, ils venaient avec des équipements, des tables un peu disproportionnées. Une table grande, l'autre petite, celui-là c'est un tabouret, la table qui plie à gauche, qui plie à droite. Et à tous ces gens aussi, on a demandé de quitter, ils sont sur la route, mais pendant ce temps, on n'a pas croisé les bras. On est en train d'aménager un espace où on va bétonner et définir un prototype de table qu'ils devront tous utiliser pour rentrer ici à l'INBTP. Tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, la formation, mais aussi les milieux dans lesquels nous évoluons, que ce soit un milieu sain, que ce soit un milieu qui inspire. Donc, ce sont des aspects concrets de mode de gestion, de mode de gouvernance que nous essayons d'impulser ici au niveau de l'INBTP. L'INBTP regorge 60% de potentiel, vous l'avez dit, monsieur le DG. Lors du passage du président au sein de l'INBTP, les étudiants se sont plaints pour dire que bon, ils travaillent, ils apprennent, mais fort malheureusement, lors de leur sortie à l'université, ils ne sont pas sollicités pour les travaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup de mots dans les infrastructures et tout. Est-ce qu'avec votre arrivée, avez-vous vu cet angle-là pour travailler avec les étudiants ou bien les ouvrir au moins de portes de travail? La première des choses, c'est que tout ce que je venais d'évoquer, construction que nous sommes en train de réaliser ici à l'INBTP, avec les moyens que nous avons ici, c'est que ça s'est fait avec les étudiants. Ce sont les étudiants qui sont maçons. Vous devez savoir que parmi nos étudiants que nous recrutons déjà à partir de la préparatoire, il y a certains qui ont fait la construction aux humanités. Et ceux qui ont fait la construction aux humanités, maçonner, ils savent déjà comment faire la maçonnerie. Donc je pense que ça, c'est un premier pas déjà vers la responsabilisation des étudiants. Je pense que tous ces étudiants qui jadis on disait des bandits et ainsi de suite, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait des repères.
Et les premiers repères, nous sommes en train de les façonner nous-mêmes. Ce qu'en soi, personnellement, je suis professionnel dans le secteur des infrastructures, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. J'utilise pas mal d'étudiants sur mes chantiers, à moi, parce que je continue à travailler pour des privés. Je continue à être consultant à gauche et à droite, mais j'utilise pas mal d'étudiants pour la réalisation des travaux. Et ici, à l'INBTP, tout ce qu'il y a comme travaux ici à l'INBTP, même la guérite qui est en train d'être arrangée, en ce moment, vous avez constaté à l'entrée qu'il y a la guérite qui est en train d'être réhabilitée. Ce sont les étudiants qui sont en train de le faire. Donc c'est la politique initiée par le DG pour qu'il y ait la paix à l'INBTP? Pas seulement pour qu'il y ait la paix, mais pour mettre des gens devant leurs responsabilités. Je leur montre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est à petite échelle, mais la vie après l'université, ça sera à grande échelle. Et je pense qu'à grande échelle, nous le faisons déjà. Pourquoi? Parce que si vous sortez dans l'enceinte de l'INBTP, juste à côté, il y a un pont que nous sommes en train de construire. Ce pont, nous avons reçu un soutien total de la présidence, notamment le chef de l'État, a accepté de financer la totalité de la construction de ce pont. Et à ce niveau, nous avons déjà fait les semelles de fondation, les culées ont été faits et on a déjà fait même le coffrage et le ferrage pour la dalle. Donc c'est un pont dalle que nous avons construit de l'autre côté. Ça signifie que ce sont les étudiants qui sont en train de faire et ça c'est déjà un service qu'ils sont en train de rendre à la communauté. Maintenant, si moi je vais aller plus loin c'est que d'ici je pense peut-être 2 mois, 3 mois, vous allez voir ici à l'INBTP, nous allons créer, parce que c'est déjà en gestation, le CRBTP. Le CRBTP, c'est le Centre de recherche en bâtiment et travaux publics. Donc ça signifie, ça sera l'interface entre le monde professionnel et le monde académique. Parce que ce centre, l'objectif, c'est quoi? C'est que nous voulons pousser le décideur à nous utiliser en tant qu'université pour que nous puissions réellement contribuer au développement de ce pays. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des marchés qui sont faits à travers le pays, construire les routes, construire les bâtiments, les hôpitaux, les écoles, il y a une, mais pas seulement ça, il y a une phase d'étude qui s'est faite. Donc il y a l'étude, il y a la réalisation, et il y a le suivi des travaux. Mais je pense déjà dans la phase d'étude, la phase de suivi des travaux. Mais quand vous regardez les enveloppes qui sont dépensées pour arriver à faire les études ainsi que le suivi des travaux, par moment, ça se compte en millions de dollars. Et pourtant, les études ici à l'INBTP, ce sont des choses qui sont à notre portée. Le contrôle des travaux, c'est à notre portée, y compris nos étudiants, parce que nous avons des étudiants qui manquent même où faire par moment le stage, et pourtant, il y a des chantiers de l'État sur lesquels les étudiants peuvent en réalité, et notre CRBTP que nous sommes en train de créer, peut être l'œil de l'État. Pourquoi pas l'IGF de l'État en ce qui concerne les infrastructures? Parce qu'il y a un contrôle financier, mais il doit y avoir aussi un contrôle de qualité. Et je pense que très souvent, nous parlons très souvent du contrôle financier, comment l'argent a été déboursé, mais je pense que pour nous, le contrôle de qualité est très important parce qu'on peut même justifier l'argent, comment est-ce que ça a été dépensé, mais si 1 mois, 2 mois, 6 mois après, une route que vous avez construite qui vous a coûté 100 millions de dollars et qu'elle commençait avec des dégradations. Vous avez construit un pont avec 50 millions de dollars et 1 année après, le pont tombe. Donc je pense qu'il faudrait renforcer les mécanismes de contrôle qualité des infrastructures et l'INBTP est prêt en tout cas à assumer cette responsabilité. Nous continuons, mesdames, messieurs. Sur ce plateau, nous avons reçu pour vous le directeur général de l'INBTP, le professeur Cédric Tchibangu. Monsieur le professeur, dernièrement, avec la collaboration avec l'Université Polytechnique de Madrid, vous avez proposé des pistes de solutions à la problème lié aux embouteillages. Quelles sont les avancées? Déjà demain, je vous dis demain, il y a encore une autre conférence qui sera organisée ici à l'INBTP sur les catastrophes naturelles. C'est comme je le disais, nous, en tant que milieu universitaire, nous apportons nos solutions à nous. Et nos solutions à nous sont des éléments immatériels. C'est une idée que nous apportons. La mise en application, la matérialisation de cela nécessite par moment des moyens. La conférence que nous avons organisée la fois passée avec l'Université Polytechnique de Madrid, c'était autour des constructions souterraines. Les constructions souterraines, pourquoi? Parce qu'on a constaté aujourd'hui la mobilité à Kinshasa pose un sérieux problème. De nouvelles routes, en construisant de nouvelles routes, mais bien sûr aussi, il faudrait penser à d'autres modes de transport. Mais parlons seulement de la question d'autres routes qu'il faudrait construire. Mais les routes, pour les construire, il faut avoir de l'espace. Mais vous et moi, nous sommes très d'accord de constater que dans le centre de Kinshasa, s'il faut
chercher à avoir de nouveaux tracés, il faut toujours penser à l'expropriation. Et cette expropriation, malheureusement, ça coûte très cher et par moments, malheureusement, c'est ce qui empêche la réalisation de certains projets. Mais quelle est l'alternative? Puisque en tant qu'ingénieur, il faut penser toujours au plan B, plan C, ainsi de suite. Quelle a été l'alternative? L'alternative, c'est de voir comment utiliser le sous-sol. Le sous-sol pour arriver à faire d'autres voies. Je pense que pour le moment, je vous dis qu'il y a un groupe d'étudiants, une dizaine, que j'ai pris comme directeur. Moi-même, je vais les encadrer. Je suis en train de travailler avec eux sur le renforcement de la mobilité à l'échelle de la ville de Kinshasa. Pas voir une voirie, mais essayer de repenser la mobilité dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Je vais vous donner un exemple. Nous avons la voie ferrée qui relie la gare centrale avec l'aéroport d'Engil. Mais aujourd'hui, s'il faut aller à l'aéroport, il faut passer seulement par le boulevard. Mais on nous dit qu'il y a une autre route qui vient d'être construite le long du Croissant, le long du fleuve, qui devra sortir par la gare centrale. Mais regardez là où vient l'importance de la construction souterraine. Je peux utiliser seulement l'emprise de l'ONATRA, qui permet de relier la gare centrale à l'aéroport. Et j'ai fait une construction souterraine de telle sorte qu'en dessous, j'ai peut-être un métro et au-dessus, je mets une voie avec des véhicules. Donc, en un seul espace, mais je peux utiliser doublement à plusieurs niveaux. C'est l'avantage des constructions souterraines parce qu'elle nous permet de dégager les espaces en surface pour aller confier certaines activités dans le sous-sol. Il n'y a pas seulement en ce qui concerne des mobilités, mais même certaines activités, notamment les points de vente, des magasins. On peut avoir des magasins en sous-sol, les dépôts, les parkings. Regardez aujourd'hui ce que nous avons comme problème de mobilité à Kinshasa. Par moment, les embouteillages sont liés au mauvais stationnement. Mais ce mauvais stationnement est lié aussi à l'absence de parkings dédiés. Mais avoir ces parkings dédiés, aujourd'hui, ça demande d'avoir des espaces. Mais pour avoir ces espaces, il faut soit les créer, soit les imaginer. Et je pense que le souterrain s'offre comme une opportunité pour arriver à faire quoi? À répondre à tous ces besoins. Cependant, nous, en tant qu'école d'ingénieurs, il y a des questions qu'il faudrait que l'on se pose. Dans un milieu sablonneux comme celui de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut faire des constructions souterraines? Avec un réseau hydrographique aussi important que celui de la ville de Kinshasa, avec des infiltrations d'eau partout, de l'humidité partout, comment est-ce qu'on peut construire en souterrain? Et je pense que ça, ce sont des défis purement techniques que nous pouvons étudier et voir comment les relever. Mais la question, c'est que l'idée, la pensée, elle doit d'abord être intériorisée par notre façon collective de comprendre ou bien de penser la mobilité dans la ville de Kinshasa, afin que les solutions purement techniques puissent venir appuyer cela. En entrant à l'INBTP, nous remarquons toujours à chaque fois que nous passons à un nouveau changement, nous voyons toujours un changement et nous voyons l'INBTP en train de redevenir encore plus belle qu'avant. Quels sont les secrets? Il y a un partenariat ou bien il y a plusieurs partenariats signés, il y a l'appui du chef de l'État ou bien c'est sur vos fonds propres? Bon, je vais commencer par rendre hommage à un des aînés, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama, que je salue en passant. Et je pense que je lui ai dit que la beauté de l'Académie des Beaux-Arts, comme les Quinois disent, non, c'est mon combat. Voilà. La propriété de l'Académie des Beaux-Arts, mon combat. Oui, donc c'est que je pense qu'il est très important de pouvoir rendre propre les milieux dans lesquels nous formons nos étudiants. Je le dis chaque jour à mes étudiants, à l'université, on n'apprend pas seulement la science. On apprend au-delà de la science les valeurs morales, les valeurs éthiques, la responsabilité, la responsabilisation. Et je pense que nous, en tant que gestionnaires, au-delà de ce que nous donnons comme nourriture scientifique, il faudrait inspirer les jeunes en ce qui concerne la gestion. Et cette gestion, il faudrait commencer par gérer les milieux dans lesquels nous vivons. Et je pense que la moindre des choses, c'est les rendre plus propres. Et aujourd'hui, je pense à l'INBTP, il y a une politique qui a été mise en place, bien sûr, en essayant bien évidemment d'écouter les personnels qui étaient affectés à l'entretien, mais aussi de voir quels étaient les défis, quelles étaient les failles, quelles étaient les faiblesses dans l'ancien système de la maintenance, de l'entretien au niveau de l'INBTP. Je peux vous dire, il y a moins d'un mois, j'ai refait la peinture de tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment. J'ai refait la peinture de tous les bâtiments qui venaient d'être construits là derrière. Si vous allez là-bas, vous allez trouver, il y a une peinture vraiment neuve qui a été faite de l'autre côté. Et le home qui a été construit par le président de la République et qui était à un certain moment utilisé comme bureau, on a
évacué tout ce qu'il y avait comme activité de bureau, on l'a repeint et on a remis tout ce qu'il y avait comme lit pour que nous puissions réellement y loger les étudiants. Et ça peut être quand le logement des étudiants? Je pense qu'à partir déjà de la semaine, communiquer avec les conditions pour être logés. Parce que vous savez que avec tout ce que nous connaissons comme situation dans les universités, la première des choses de manière formelle, c'est qu'il ne peut être logé que celui qui est étudiant. Et étudiant, il faut remplir certaines conditions pour être appelé étudiant. Donc c'est tout ça que nous devons voir avec l'ensemble de la communauté pour voir comment est-ce que nous allons loger les étudiants. Mais déjà pour le moment, je peux vous rassurer que si vous allez là-bas, vous allez trouver que toutes les chambres sont équipées en ce qui concerne les lits. Donc il y a des lits et des matelas qui sont prêts à recevoir les étudiants parce que c'était un appui, c'était un souhait du chef de l'État de pouvoir doter l'INBTP d'un nouveau home pour arriver à loger les étudiants et je pense que nous ne pouvons que embrasser cette initiative, sauter sur cette occasion pour faire en sorte que nos étudiants, ceux qui ont des difficultés à rester à la cité, ceux qui ont des difficultés à pouvoir trouver un logement décent et dans de bonnes conditions, qu'ils puissent avoir la possibilité de se loger ici sur le campus. Monsieur le directeur général, l'enseignement supérieur, comme vous le êtes sans ignorer, a déjà basculé au système LMD. Qui dit LMD, c'est enseigner autrement, gérer autrement et évaluer autrement. Alors, avez-vous tout ce qu'il faut pour que ces systèmes soient vraiment mis en application à l'INBTP? Ça, c'est la première question. La deuxième question par rapport à cette phase, combien d'institutions avez-vous, êtes-vous en collaboration pour que vos étudiants descendent sur terrain pour aller faire leur stage? Avez-vous les bus pour descendre sur terrain, monsieur le directeur général? Bon, merci pour cette question. Déjà, dans tout ce que vous venez de dire qu'il faut faire autrement, je commence par enseigner autrement. Enseigner autrement, je pense qu'aujourd'hui, ce que le LMD nous demande au-delà, puisque enseigner autrement, c'est un discours. Mais la question, la manière de le faire, la pratique, comment est-ce qu'on le fait? Mais nous, on va dans l'arrière-plan, on constate que ce que le LMD nous demande d'enseigner autrement, c'est beaucoup plus renforcer la professionnalisation de l'enseignement. Il ne faudrait pas former des gens pour qu'ils restent théoriciens, rester avec les diplômes, ainsi de suite. Très souvent, je pense que ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les jeunes, de ne pas être complexé par le nom du diplôme qu'ils détient. Mais il faut être sûr des connaissances que vous avez, des compétences, des aptitudes, des savoir-faire que vous avez. Donc, au niveau de l'INBTP, nous essayons de changer effectivement cette manière d'enseigner, qu'elle soit beaucoup plus axée sur les savoir-faire que l'on peut doter à nos étudiants. Et je pense qu'il y a des défis à relever par rapport à ça. Nous sommes une institution d'enseignement technique. Enseigner autrement, doter des gens de nouvelles compétences, ça nécessite aussi des équipements, notamment des matériels de laboratoire. Et je peux vous dire que le partenariat que nous avons avec l'Université Polytechnique de Madrid nous a permis déjà d'acquérir quelques équipements de laboratoire, notamment le laboratoire de mécanique de sol et géotechnique. Nous avions eu quelques équipements pour arriver à faire peut-être les essais d'identification des sols, mais par exemple les essais de résistance, par exemple des murs. Quand vous avez un mur qui est construit tel qu'il est là, ok, on s'est dit on doit le casser ou bien il est encore en bon état. Il y a des équipements qui viennent nous permettre de tester la résistance, par exemple, de ces murs. Et nous-mêmes, nous sommes conscients qu'il y a encore des gaps en ce qui concerne les matériels, en ce qui concerne les équipements. C'est comme ça. Je profite encore de cette occasion pour lancer l'appel à la fois à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, mais également à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de multiplier les efforts pour accompagner les universités et principalement l'INBTP, pour voir dans quelle mesure on pourrait réellement être doté des équipements modernes, des équipements de haute facture, pour que nous puissions être en mesure d'assurer pleinement notre mission et celle que nous sommes en train de nous approprier, celle d'accompagner l'État, d'être l'IGF de l'État en ce qui concerne la qualité des infrastructures. Parce que pour nous, la question de la qualité des infrastructures, c'est une question cruciale. Ça doit être une priorité pour nous, ingénieurs, et ça doit être une priorité pour tous qui sont gestionnaires du secteur des infrastructures. Ingénieur, professeur et directeur général de l'INBTP, Kinshasa, quand vous sillonnez sur la ville ou à travers le pays, la plupart des grandes sociétés de construction sont gérées par les étrangers.
Mais vous formez les ingénieurs congolais qui peuvent apporter un plus au développement de la RDC. Si j'étais vous, quel message que vous lancerez à tous les partenaires, non seulement le gouvernement congolais, mais aussi les privés qui négligent la main-d'œuvre locale? Et surtout ceux qui sont formés à l'INBTP. Bon, concernant déjà ce qui, je veux le dire à tout le monde bien évidemment, pour l'État, je pense que l'État doit sauter sur l'occasion. Vous savez, le développement d'un pays ne se subit pas. Le développement d'un pays doit se concevoir. Il se pense, il se projette. Et je pense, dans cette façon de voir les choses, penser le développement, projeter le développement, on doit miser sur des choses qui sont intrinsèques. Ça signifie qui appartient au territoire, qui appartient au terroir. Ça signifie qu'il faut maximiser, miser sur la capacitation, par exemple, de nos étudiants. C'est vrai, la formation que nous leur donnons leur permet déjà de faire beaucoup de choses. Qu'à cela ne tienne, les étrangers qui viennent, il y en a certains qui viennent avec une technologie autre, qui est peut-être celle que nous avons ici. Mais il faudrait qu'il y ait de la place pour nos étudiants, il faudrait qu'il y ait de la place, il faudrait que l'on crée de la place pour que ce transfert de technologies. Parce que c'est très important. Nos territoires ne peuvent se développer que si et seulement si, bien évidemment, les éléments à la base de ce développement soient intériorisés. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, on parle du coltan, on parle du cuivre, ainsi de suite. Mais le cuivre ne nous développe pas parce que le prix du cuivre n'est pas fixé par nous. Le prix du cuivre est fixé ailleurs, par l'étranger. C'est comme ça que malgré que nous avons le cuivre, il ne nous développe pas. Donc je pense que si nous pensons à un développement, il faudrait faire en sorte que les intrants dans ce développement puissent être territorialisés. Donc y compris la connaissance. Dans le domaine des infrastructures, je pense qu'aujourd'hui, n'est pas capitalisé. Ce que nous avons comme ressortissants de l'INBTP, c'est une erreur à tous les niveaux. À la fois pour le privé, parce que quand vous prenez les expatriés, ils vous considèrent d'abord trop cher et parfois, ce n'est pas garanti aussi la durabilité. Elle n'est pas forcément garantie. Cependant, je vais aussi regarder de l'autre côté. Ce que je peux demander à la jeunesse, c'est toujours d'être confiant en leur capacité, en leur savoir-faire, mais aussi, quand vous parlez avec les privés, ils vous disent toujours qu'il y a un problème d'éthique des jeunes Congolais. Quand on lui confie une responsabilité, il n'assume toujours pas selon les termes qui ont été définis préalablement. Je pense que quand vous êtes technicien, un homme de métier, vous devez être caractérisé par la première chose, c'est l'honnêteté, c'est la responsabilité. Parce que quand vous le faites seulement une première fois, vous n'avez pas respecté les termes du contrat, vous n'avez pas été honnête envers votre client, je pense que c'est toute votre carrière que vous êtes en train de mettre en péril. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je vais demander à l'ensemble de la communauté, c'est de redonner confiance aux nationaux, de redonner confiance aux ressortissants de l'INBTP, parce que ce pays ne sera développé que lorsque nous serons en mesure de nous unir main dans la main pour aller de l'avant. Professeur Chibangu, directeur général de l'INBTP Kinshasa, on dit à Kinshasa ou au Congo que pose, excusez-moi pour les lingala, pose à Moussala, il faut qu'on les recommande. Peut-être c'est aussi le cas pour les DG de l'INBTP Kinshasa appartenant à un parti politique, membre de l'Union sacrée, chose qui l'aurait occasionné d'être à la tête de cette institution. Êtes-vous membre d'un parti politique? Bon, ce qui est vrai, comme tous les Congolais, je pense, pour tous les Congolais qui pensent au développement du Congo, ils ne pourront que chercher à accompagner le chef de l'État. Et je pense qu'il y a un cadre où les gens se réunissent pour réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent soutenir et accompagner le chef de l'État, c'est au sein de l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, renier appartenir à l'Union sacrée, c'est carrément renier l'acceptation d'accompagner le chef de l'État dans la lourde mission qu'il a, celle de redresser le pays, mais aussi de faire en sorte que les Congolais soient responsables de leur destinée. Ne pas laisser la destinée de notre pays dans les mains des étrangers, ne pas laisser la destinée de notre pays dans les mains d'autres personnes. Donc je peux vous l'affirmer, c'est
ce n'est pas à cause de ça que je suis directeur général. Je pense que la première raison qui a fait en sorte que je sois directeur général, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui a utilisé les personnes, les moments et les espaces pour faire en sorte que je sois à X moment, à X endroit, pour que je sois directeur général. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Parlons de la collaboration interuniversitaire. Quelle est la place de votre institution avec les institutions sœurs tant en Europe qu'en Afrique? Je vais commencer d'abord par les institutions en Afrique parce que je pense que nous devons d'abord plus nous unir avant de chercher l'unité avec l'ailleurs. Ici, à Kinshasa, nous sommes déjà en parfaite collaboration avec l'ISAU. Pourquoi? Parce que nous sommes presque dans les mêmes filières. Là-bas, nous avons les architectes et urbanistes et ici, nous avons les ingénieurs. Quand ils sont sur le terrain ou bien quand ils sont dans la profession, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Donc, il n'y a pas un projet de grande envergure qui est travaillé sans qu'il y ait un architecte ou un ingénieur. Les deux fédèrent toujours autour des projets. Et d'ailleurs, je pense que si vous remontez dans l'histoire, vous allez constater que nos deux écoles, c'était une seule école, IBTP, et qui a été scindée en INBTP et ISAU. Alors, au-delà de ça, il y a d'autres universités, notamment l'UPEN, puisque la collaboration ne peut pas être seulement une collaboration scientifique, mais ça peut être aussi une collaboration dans les idées d'ordre managérial. J'échange très souvent avec la rectrice de l'UPEN, que je salue en passant, C'est une mère pour moi, elle m'inspire beaucoup, et je pense qu'on interagit très souvent. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu, mes étudiants sont allés à l'UPEN pour construire des auditoires provisoires parce que à l'UPEN aussi, ils sont en pleine réhabilitation, en plein aménagement, réaménagement plus ou moins des locaux, des bâtiments, ce qui a fait en sorte qu'il y avait un gap en ce qui concerne ça auditoire et l'UPEN a fait recours à nous pour que nous puissions les accompagner dans la construction des auditoires. Gagnant-gagnant ou c'est un don de l'INBTP? Non, pas forcément un don de l'INBTP. C'était un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que pour l'UPEN, il y a eu des auditoires qui ont été construits et du côté de l'INBTP, au-delà de l'argent qui a été payé à nos étudiants qui ont travaillé de l'autre côté, l'engagement, cette volonté de le faire pour toutes les autres universités qui ont des problèmes. Surtout à l'intérieur du pays, là où c'est pour les problèmes de locaux. À l'intérieur du pays, tout comme ici à Kinshasa, partout il y a des problèmes qui nécessitent la construction, l'aménagement des espaces. Je pense que l'INBTP est prêt à répondre et à cette demande est prêt à répondre. D'ailleurs, s'il faudrait que nous puissions nous informer, c'est nous qui allions commencer à aller solliciter. Ici, faites la clôture. Ici, construisez de nouveaux auditoires parce que nous sommes à mesure de le faire. D'accord, merci beaucoup, monsieur le DG, pour votre temps. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Un dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est un mot de remerciement. C'est un mot de remerciement principalement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les efforts qu'il ne cesse de faire, comme je l'ai dit tantôt, les efforts qu'il ne cesse de faire à la fois pour appuyer, renforcer le secteur de l'éducation, parce qu'il a compris que le secteur de l'éducation, c'est le secteur de capacitation de la jeunesse, et la capacitation de la jeunesse, je pense que c'est notre seule clé pour la réussite vers l'émergence. Mais également, j'aimerais dire merci, un grand merci à son Excellence Madame la Ministre pour la confiance qu'elle a eu à placer en nous, et je pense que ces mots résonne à chaque fois en moi parce qu'elle me l'a dit à plusieurs reprises que DG, je vous fais confiance pour redresser cette école. Et le fait que ces mots résonnent à chaque fois en moi, je ne cesserai de multiplier des stratégies, de fournir des efforts pour arriver à atteindre les objectifs, notamment redresser l'école, à la fois sur le plan académique, sur le plan de la recherche et sur le plan des services à la communauté. Mais également, j'aimerais aussi vous remercier, vous de la presse, parce que vous nous accompagnez dans toutes les activités que nous sommes en train de faire. Vous rendez plutôt visible tout ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que j'aimerais rappeler aux uns et aux autres, rendre visible tout ce que nous faisons n'est pas seulement dans le but d'exhiber ce que nous faisons
pour une publicité quelconque. Je pense que rendre visible ce que nous faisons, c'est pour inspirer les autres et aussi recevoir les feedbacks des autres. S'il y a des choses que nous faisons mal, nous sommes sportifs pour accepter les remarques. Ça nous permet de réorienter notre façon de faire les choses. L'objectif principal, c'est d'avoir un Congo émergent et le Congo émergent passe par des institutions émergentes. Et je pense que l'INBTP s'est inscrit sur la voie de l'émergence afin de répondre aux besoins, aux défis du pays. Merci beaucoup, c'est fini pour ce numéro. Merci monsieur le DG pour votre temps. Merci à Serge Mbouy qui nous a accompagnés aussi sur ces plateaux. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de votre patience et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro très prochainement. Merci beaucoup.